Notre système, alors la France n'a pas le monopole de ça, mais a réussi à ressusciter des peurs primitives. Quand un dictateur est fragilisé, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les prisons et il sort vraiment les fous furieux. Parce qu'avec une centaine de gars, vous pouvez mettre Paris sans dessus-dessous. Hein. Prenez une centaine de fous furieux, de violeurs, de pyromanes. C'est ce qu'a fait Bachar el-Assad hein, quand il a senti le vent tourner en 2012. Il y a cette théorie de gouverner avec ces marges violentes qui sont en fait comme un instrument anti-insurrectionnel. Il tue dans l'œuf les oppositions. Bonjour Driss Ghali. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Epoch Times et NTD L'Actu. Vous êtes auteur et intervenant dans différents médias. Vous avez publié en 2025 L'Identité d'abord aux éditions L'Artilleur et en 2023 Contre-histoire de la colonisation française aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Nous allons évoquer avec vous plusieurs sujets d'actualité. En janvier dernier, le ministère de l'Intérieur a publié une étude qui fait état d'une hausse des violences physiques et des violences sexuelles, respectivement de 5% et de 8%. Et le gouvernement explique ces chiffres en partie par une libération progressive de la parole des victimes. Est-ce que pour vous, c'est un problème statistique et de perception, ou est-ce qu'il y a une dégradation plus profonde? On a une dégradation plus profonde et les statistiques certainement la sous-estiment. Parce qu'il y a beaucoup Il y a des crimes et des délits qui ne sont pas signalés. Des harcèlements, bon. Il y a plein de délits où les gens évitent finalement d'appeler la police parce que vous avez des dealers en bas de votre immeuble, bon, vous appelez une fois, deux fois, trois fois, il ne se passe rien, qu'est-ce que vous faites? Vous déménagez ou vous fermez les yeux. Mais le délit continue. Mais le ministère de l'Intérieur ne le voit plus parce qu'il n'y a pas de trace d'appel au 17. C'est une situation d'ambiance. C'est ça. Et voilà, c'est mon deuxième point. Il y a plusieurs choses qui ne relèvent pas du pénal, mais qui vous mettent en sensation d'insécurité. Et n'en déplaise à M. Dupond-Moretti et à toute la gauche française et au camp de la raison, hein, qui va jusqu'à Macron et à certains LR, la sensation d'insécurité, c'est tout. C'est tout. C'est le plus important. Ce qui compte pour l'être humain, c'est sa sensibilité. Si j'ai peur, c'est important, c'est un fait. Le fait d'avoir peur est un fait. Il y en a qui ont peur, par exemple, de fantômes. C'est un fait. Il y en a qui ont peur de Dieu. Est-ce qu'on va leur dire que c'est une sensation de peur de Dieu? Parce que, évidemment, prouver que Dieu existe, il y a une discussion. Les musulmans, les chrétiens ont peur de la mort, de la vie dans l'au-delà, de l'enfer. Si je prends l'argumentation de M. Dupond-Moretti, je leur dis, mais vous êtes superstitieux, il n'y a pas d'enfer, prouvez-moi qu'il existe un enfer. Moi, je suis incapable de vous dire, de vous le prouver, j'y crois. J'en ai peur. Donc, la sensation d'insécurité, c'est très important. Ce n'est pas, voilà, c'est pas une, ça fait partie de votre, ça alimente votre cerveau. Hein, le cerveau, la dopamine, tout ça, la sérotonine, tout ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc, et cette sensation d'insécurité qui peut être déterminée par un tag, par un SDF qui squatte de manière agressive un endroit. Parce qu'il y a SDF, SDF. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne une sensation que le territoire n'est pas contrôlé. Et ça vous met en insécurité. Et les conséquences sont très, très fortes, même sur la vie politique. Parce que si je sors de chez moi le matin et ça sent la pisse, et j'ai un type qui me bloque ma porte, ou qui est assis devant mon trottoir, eh bien, qu'est-ce que je suis, moi? À moins que rien. Je ne suis pas un vrai citoyen. Derrière, toutes les conséquences. Si je suis moins que rien, si je ne suis pas un citoyen, si je ne suis pas assez homme pour libérer la porte de ma maison, pour qu'elle ne sente pas la pisse, est-ce que je suis un citoyen vraiment? Est-ce que je suis libre? Suis-je en égalité? Non. Donc vous avez il y a tout un effondrement du citoyen, au fait. La République n'existe pas là où il y a l'insécurité. La République n'existe que contre des gens libres qui n'ont pas peur de se faire casser la gueule. Enfin, on parle de ça, de se faire casser la gueule, quand même. On ne parle pas d'écrire un traité de philosophie. Là où il y a la peur de se faire casser la gueule, là où on est obligé de fermer sa gueule pour ne pas avoir d'ennui, il n'y a plus de République. Il n'y a plus de République. On est ailleurs. Donc la République, elle est poignardée tous les jours. Hein. Il y a juste un point que je voudrais signaler, c'est qu'on n'est pas encore dans on a une dégradation qu'on ne voit pas encore dans les homicides,
mais qu'on voit beaucoup dans les violences volontaires, les violences en groupe, les violences, les voies de fait. Bon, je ne suis pas pénaliste, mais on a plus de chances de se faire casser la gueule avec des séquelles en France que de mourir. Parce que nous avons un SAMU, un SMUR, une médecine d'urgence que M. Macron n'a pas encore réussi à détruire, malgré beaucoup d'efforts hein, de McKinsey, du BCG pour fermer les hôpitaux, les maternités, dégoûter les personnels soignants. On a encore une médecine d'urgence qui est très bonne, qui fait que les gens, on arrive à les... Ce qui fait qu'on évite qu'ils meurent. Mais vous avez des gens invalides, vous avez des gens avec des grosses séquelles. Donc c'est pour ça que vous avez parfois des gauchistes ou des gens du camp de la Réunion qui disent « mais vous ne vous rendez pas compte ». Le taux d'homicide à New York, il est de, je sais pas moi, de 6 ou de 8, je ne sais plus maintenant. En France, il est de 1. Au Brésil, il est de... Ça dépend des... Disons qu'il est à 20 au Brésil. Voilà, comparer l'incomparable. Oui, effectivement. Les homicides, mais quand on voit les violences sexuelles, les violences, les voies de fait, les coups de couteau, ça augmente. Hein. C'est vrai qu'on entend tellement de versions différentes de la part des experts sur les plateaux télé, nous expliquons tel chiffre, et, on a l'impression qu'on est sur une courbe pas vraiment définie. Tout à fait. Alors qu'au niveau de l'ambiance, par exemple, si on prend la communauté juive en France, qui est la plus grande communauté juive d'Europe, on voit qu'il y a un vrai déplacement de population. Oui. Et il y a une migration interne, il y a des réfugiés internes. Ça a commencé par le petit blanc. Bon, tout le monde te moque de lui, parce que les médias ont décidé que c'est un beauf. Et un raciste. Donc voilà. Lui, il a quitté les quartiers, les quartiers populaires. Enfin, même ce terme est indécent. Les zones d'immigration. Vous avez certains immigrés qui ont aussi quitté les quartiers, parce qu'ils sont aussi victimes de l'insécurité. Vous avez la communauté juive aussi qui est en contact. Notamment, il y a vous avez vu le crime de Courbevoie, la jeune fille violée parce que juive. Enfin, la République est morte ce jour-là encore. Elle a été étranglée ce jour-là. Enfin, il n'y a plus de démocratie ni de République quand vous avez un crime comme ça. Il aurait fallu bloquer le pays et qu'on se mette tous devant une table et qu'on comprenne, autour d'une table, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Il y a crime et crime. Il y a des accidents de la route, il y a des crimes passionnels, mais vous avez des crimes comme ça qui interrogent vraiment le pacte social. On ne donne pas 50% de ce qu'on gagne pour qu'une fille se fasse violer parce que juive. En plus, filmée sur Snapchat. Vous vous rendez compte, à quoi ça... Enfin, on est quand même des citoyens libres. On a quand même le droit de se poser la question, je donne mon argent à l'État, je lui donne mon pouvoir, ma souveraineté, qu'est-ce qu'il en fait? Si c'est pour permettre ça, bah, peut-être qu'il faut un autre système. Et il y a un test à faire que le ministère de l'Intérieur ne veut pas faire et les experts, enfin pas tous, mais ceux de l'establishment ne veulent pas faire, c'est qu'il faut demander aux femmes. Il faut demander aux femmes. Est-ce que tu te sens plus à l'aise à Paris aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans? Est-ce que tu prends le métro encore après 19 heures? Les femmes ont la réponse. Alors, le problème, c'est que certaines, alors c'est un grand mystère et j'ai assez d'ennemis comme ça, ne veulent pas le reconnaître. Elles vous le disent à vous, mais le jour du vote, elles vont voter pour Chirico ou pour Hidalgo. Ça, c'est un autre mystère que je ne... mais vous parlez aux femmes, à nos sœurs, à nos frères, à nos filles, tout ça, à nos amis avec IES, elles vous disent. La peur du viol qui est revenue maintenant dans les villes européennes, la peur du viol. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'une femme qui a peur de se faire violer? La question que je pose, c'est à quoi ça sert tout ce barnum, les impôts, la technologie, le PIB, la croissance, la vie politique, les élections, si une femme c'est une peur primitive. C'est comme la peur de se faire casser la gueule, c'est une peur, ou de se faire humilier, c'est une peur primitive chez l'homme. Notre système, alors la France n'a pas le monopole de ça, mais a réussi à ressusciter des peurs primitives. Ce n'est plus le progrès. Alors oui, nous avons l'IA. Oui, je peux demander à ChatGPT de me résoudre mon budget domestique, ou de penser à ma place, mais je suis revenu à des peurs qui étaient bien avant. Oui, nous sommes en paix. Les Allemands ne vont pas attaquer Paris avec des panzers, mais nous avons retrouvé des peurs d'un temps révolu. Vous avez expliqué dans une vidéo que le durcissement de la violence dans une société se fait pas à pas, par une forme de désinhibition progressive des comportements. C'est un phénomène que nous observons aujourd'hui. Oui, il y a une contagion. Alors, avant la contagion, il y a d'abord, c'est que quelqu'un tue quelqu'un, ou le viol, ou le massacre, ou le lynche, ça
désinhibe ceux qui y pensaient, ceux qui étaient tentés par la violence. Nous sommes toujours à un moment de notre vie tentés par la violence, et certains sont plus tentés que d'autres. Donc le fait que ça se passe, que les médias en parlent, ben ce qui existe devient légitime, puisque quelqu'un l'a fait, donc je peux le faire. Ça gagne en légitimité. Même si tout le monde dit que condamne le crime, mais c'est comme le suicide. Si j'ai des tendances suicidaires et je vois que mon voisin s'est suicidé, ça augmente très fortement la probabilité que je passe à l'acte. Ça rend la chose licite, possible. Donc vous avez les candidats à la violence qui passent à l'acte plus facilement, aidés en cela par la justice qui a du mal ou qui ne veut pas sévir. Et après, vous avez une contamination parce que vous arrivez maintenant chez les gens plus ou moins normaux, même si personne n'est normal vraiment, mais les gens plutôt honnêtes et équilibrés, qui ont maintenant des comportements violents. Vous avez des gens qui coursent le maire du village pour une histoire des broutilles administratives, qui vont taper. Vous avez ça peut dégénérer dans un parking entre bons pères de famille. Parce que si je vois à la télé qu'une horde entière attaque les Champs-Élysées, attaque le commissariat, il ne se passe rien, ben je me dis pourquoi pas moi. Nous sommes restés encore très... avec notre cerveau reptilien toujours là. Il y a des... Les gens ne font pas une réunion le matin pour dire aujourd'hui je vais me battre avec quelqu'un dans le parking. Mais si je vis dans un jus, dans un contexte où la violence existe, et elle est proche de moi, c'est pas seulement Daesh qui décapite des gens au Moyen-Orient, c'est dans le quartier d'à côté, il y a quelqu'un qui... Voilà. En fait, c'est pessimiste parce que ça veut dire que avec le temps, ça ne peut que se renforcer et que se déliter encore plus. Ah oui, et il y a une notion que j'ai lue il n'y a pas longtemps, c'est il est très difficile de maintenir un arbre debout, parce qu'il y a la gravité. Donc l'arbre fait un effort. Pour nous-mêmes, pour nous rester debout, il y a des muscles, hein, il y a des articulations, il y a une volonté, il y a une dépense d'énergie, rester debout, même si on ne fait rien. Une société, c'est pareil, pour qu'elle reste debout, il y a une dépense d'énergie, il y a une volonté de faire parfois, pour éviter ces problèmes-là. Parce que ce qu'on dit avec la violence, on peut dire avec la corruption. Si tout le monde commence à donner des packs chiches, la société, elle va s'effondrer. Du moins, elle va perdre en performance. Donc c'est difficile de rester honnête. Difficile de rester pacifique. Cette fermeté, elle demande un effort que la société qu'elle est en train de gâcher, quoi. Qu'on est en train de gâcher par tout ce que je vous ai... Maintenant, ce qui est possible, c'est que certains disent non. C'est que vous avez un réveil d'une partie de la population. Ce sont toujours les minorités qui font le changement politique et moral, qui disent non, on arrête. Mais peut-on arrêter les violents avec la non-violence ? Je ne le pense pas. Je pense que cette minorité qui dira non violent sera violente. Il faut remettre des limites. Puisqu'on parle de minorité, qu'est-ce que vous pensez du traitement politique et médiatique donc de l'affaire de la mort de Quentin Desrangues, donc ce jeune militant nationaliste qui a été tué lors d'une altercation impliquant des militants, non, pas une altercation, une manifestation qui impliquait des militants d'extrême gauche. Donc, pour rappel, il y a une enquête en cours et donc 2 militants liés à l'organisation La Jeune Garde qui ont été mis en examen pour homicide volontaire. Et dans les premières réactions, en fait, Emmanuel Macron a dénoncé un déferlement de violence inouïe. Il a affirmé que la haine n'avait pas sa place en France. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste à une forme de renvoi dos à dos des violences politiques en les mettant finalement au même niveau ? C'est la forme de polarisation qu'on observe aujourd'hui ? Oui. Alors d'abord, la haine n'a pas sa place en France. Qui est-il pour le dire ? Qui est-il pour interdire un sentiment ? Enfin, vous vous rendez compte quand même de l'état de totalitarisme c'est un truc de dingue. Hein. Moi, je croyais qu'on était dans un pays libéral démocratique. Il vous décrète, demain, il va vous dire, vous n'avez pas le droit de sentir de la faim. Vous n'avez pas le droit d'avoir faim. Parce que la faim n'a pas sa place ici. L'amour, la haine, c'est Dieu qui décide de tout ça. Enfin, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est votre domaine privé. Hein. Donc il y a toute une discussion philosophique sur est-ce qu'il y a une place pour la haine ou pas dans une société. Moi, je pense que oui, il faut haïr le crime. Il faut haïr les violents, il faut haïr les voyous, il faut haïr la corruption. Mais bon, c'est un débat. Extrême lâcheté que de renvoyer l'extrême droite vers l'extrême gauche et de le mettre sur un même plan d'égalité. Il faut nommer
Il faut nommer la victime et les bourreaux. En plus, comme ils sont très lâches, notre établissement est tellement lâche et tellement complice de l'extrême gauche qu'il crée le vocable de l'ultra-droite, le fantôme. C'est-à-dire que, puisque l'extrême droite ne fait pas assez peur, maintenant on crée l'ultra-droite. Moi je la cherche, l'ultra-droite, je la cherche, je ne l'ai pas trouvée. Qu'il y ait des timbrés et voire des admirateurs d'Hitler, moi j'en conviens. Comme il y a des admirateurs de Bin Laden en France. Et on peut en trouver facilement. Mais non, l'ultra-droite, c'est un trap-nigo. Et nous avons un traitement médiatique tout à fait abject. Ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement un crime politique. D'abord, on nous a dit que c'était une rixe. Non, c'est un crime politique. C'est un crime politique. On l'a tué parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. D'abord, crime politique. Dans un pays où il n'y a pas de peine de mort. Hein. C'est-à-dire que même un violeur récidiviste, on ne le tue pas en France. Mais l'extrême gauche a le droit de tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Donc c'est un crime politique. Ensuite, c'est un crime contre toute la France, parce que tout le monde a été après. Ils ont joué au foot avec sa tête quand même. Ce crime-là, il impacte toute la nation, tout l'inconscient collectif. Nous sommes tous un peu traumatisés. Alors peut-être qu'on ne le ressentons pas, mais encore une fois, nous avons tous peur de la mort et de la violence et de l'ultra-violence. Quand on voit que quelqu'un qui ni voyou, ni dealer, ni soldat, ça aurait été un soldat, on dit bon, il est mort dans la guerre, non, ni policier, se faire massacrer, il a eu quand même un traumatisme crânien majeur. C'est pas anodin. Parce que c'est pas un crime anodin. C'est pas, je dis encore une fois, c'est pas un accident de la route entre des. Et les médias, bien sûr, vous avez vu, ils ont inversé la culpabilité, Quentin, ultra-droite, tout ça. Bon, c'est réellement scandaleux, mais l'establishment est complice, hein, parce que l'extrême gauche sert à Macron. Parce que elle empêche l'expression d'une opposition au système dans les universités et dans la presse et dans la rue. Que Macron n'a pas peur de la gauche ni d'extrême gauche. Ça saurait, sinon ils seraient tous en tôle. Je veux dire, les antifascistes, les prétendus, ils seraient tous en tôle s'ils étaient vraiment les ennemis du système. Ce sont les gardes-chourbes du système, c'est une police du système. Une police, vous savez, quand un dictateur est fragilisé, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre les prisons et il sort vraiment les fous furieux. Parce qu'avec une centaine de gars, vous pouvez mettre Paris sans dessus-dessous. Hein. Prenez une centaine de fous furieux, de violeurs, de pyromanes. C'est ce qu'a fait Bachar el-Assad hein, quand il a senti le vent tourner en 2012, les manifestations démocratiques ou tout ça, il a sorti les prisonniers. Et là, les antifas, c'est un peu ça. On a sorti, on laisse des dingues ultra-violents, on sait qui ils sont, tout ça, parce qu'ils stérilisent le débat public. Finalement, qui a le droit de parler dans ce pays ? C'est le Parti Socialiste auquel les antifas ne cassent jamais la gueule et qui a le droit de faire des meetings à Sciences Po. Oui, mais c'est grave du coup de mettre l'idée qu'il y a une instrumentalisation de la violence politique dans notre pays et que finalement, on ne va pas dire une connivence, mais enfin... Moi, j'affirme le terme de connivence, de collusion. Et pour moi, on ne peut pas expliquer autrement. On a des drones, des caméras de reconnaissance faciale, on a une bonne police, une PJ, on a une bonne police judiciaire. On a tout ce qu'il faut mais on a mis des plombs pour interdire la jeune garde, alors que la génération identitaire, ils ont mis une pancarte dans les Alpes, directement, ils ont été... vous voyez les verdicts. Il y a cette théorie de gouverner avec ces marges violentes qui sont en fait comme un instrument anti-insurrectionnel. Ils tuent dans l'œuf les oppositions. Que, les droites françaises sont contenues. La rue ne leur appartient pas, j'en ai parlé, la fac, tout ça. Donc, la politique se fait à l'université, dans la rue. Si un parti a une milice, il est au-dessus des autres partis. Le jeu est inégal en France. Déjà, il est inégal pour la droite qui a du mal à accéder à France Inter, France Télévisions, déjà. Mais en plus, il est inégal à cause des antifas. Pour moi, les antifas, ce sont aussi l'inconscient refoulé du système. Parce que ce système-là, c'est l'héritier de la révolution de 1789, qui était antifa. La terreur,
la Vendée, le génocide de la Vendée, les nonnes violées, les prêtres noyés à Nantes, de Macron, certains LR même, jusqu'à Mélenchon, ils sont les héritiers de ça. Du positif et du négatif. Il n'y a pas eu que du négatif. Mais je veux dire, ils ne l'ont pas désavoué. Donc, les antifas font ce que l'establishment pense tout bas de la droite. De la droite patriote ou de la des oppositions. C'est-à-dire qu'ils sont le refoulé inavoué. Ils passent à l'acte, alors que le système bourgeois, avec les ongles limés et les costumes sur mesure, ne peut pas passer à l'acte. Mais ils font ils exaucent des désirs très profonds de notre établissement. Ça explique aussi cette espèce de mansuétude avec eux. C'est pas possible que vous causez un traumatisme crânien majeur à quelqu'un et que 2 jours plus tard, les médias vous disent attention, mais dans l'hommage à Lyon pour cette personne, il y a eu soi-disant des saluts nazis. Très bien, c'est pas bon les saluts nazis, mais le type, son corps est encore fumant. Oui, on a eu des réactions très vives dans le débat politique. Le député RN Sébastien Chenu a par exemple accusé Jean-Luc Mélenchon d'abriter des assassins au sein du mouvement LFI. Et on voit très bien que la France insoumise, d'ailleurs, n'a pas pris ses distances avec la jeune garde à ce moment-là. Donc, est-ce que d'après vous, en fait, on est dans une nouvelle étape dans la banalisation de l'acceptation de la violence politique en France, comme ce que vous disiez sur la violence qui progresse pas à pas dans une société, est-ce que la violence politique progresse ? Oui, on peut faire, c'est un raccourci très, très hasardeux, mais les fils, ça me rappelle un peu le Hezbollah libanais, c'est-à-dire que c'est un parti qui a une milice. Donc le Liban a du mal avec le Hezbollah parce que vous avez, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, 14 députés Hezbollah au Parlement. Le Parlement libanais ne peut pas les traiter comme il traite un député d'une autre faction parce qu'ils ont derrière un groupe avec des kalachnikovs. Hein, donc il n'y a pas vraiment de débat parlementaire dans le Parlement libanais, de débat d'idées, parce qu'on sait que les autres, ils ont une milice derrière. C'est un peu ça, les filles. Hein, je dis c'est un parallèle hasardeux, mais c'est un peu le message. Ils ont un privilège que d'autres n'ont pas. Parce que c'est très facile parce que persuader quelqu'un que l'on a raison est très compliqué. Il faut le séduire, il faut argumenter, ça prend du temps. Parfois, on n'y arrive pas. Le terroriser, l'intimider, c'est un raccourci. Et encore une fois, c'est un crime que commet l'establishment, parce que si vous donnez à quelqu'un le Saint Graal, qu'est la violence, tout le monde dit pourquoi pas moi. Parce que si je donne, si on autorise, c'est un des crimes que commet l'establishment français depuis 30 ans. On a autorisé les filles à avoir la violence. Donc demain, il y aura un parti identitaire blanc qui va dire mais pourquoi pas moi. Et qu'est-ce qu'on va lui dire d'un point de vue honnête? Pourquoi LFI peut avoir la violence, parce que soi-disant antifasciste, et pourquoi un blanc ne peut pas avoir la violence? Un parti patriote, identitaire. Et de notre point de vue, nous avons autorisé la violence, l'ultra-violence, aux mafias. Des aides-mafias, clan Yoda, etc. etc. On aura d'autres mafias. C'est-à-dire que, parce que la violence marche. Les procureurs ont peur, les commissaires ont peur, les juges ont peur. Ça marche très bien. Les populations ont peur. La violence est un instrument low cost pour faire carrière, pour aboutir, pour avoir un résultat. Et donc, il faut le garder dans une boîte de Pandore. Et ça s'appelle le monopole de la violence légitime. On a donné le monopole de la violence à l'État, parce qu'il était raisonnable. L'Iran, pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on estime, au fond, qu'un pays de Mollah n'a pas le droit à l'arme nucléaire. C'est un pays de fous. Très bien. Eh bien, c'est la même chose. L'arme nucléaire, c'est la violence. On ne peut pas la donner à un parti politique X ou Y parce qu'on casse le jeu politique ou à un mafieux. Il faut qu'elle soit chez l'État. Les seuls qui ont le droit à tuer, c'est l'État. On peut ne pas être d'accord, mais le bourreau, c'était le roi. C'était un homme du roi. D'où le port du masque ninja par le RAID, GIGN, RAID, toutes ces forces spéciales. C'est pas seulement leur anonymat, ils symbolisent la mort. Qui donne la mort? C'est l'État. En tant que religieux, on peut dire que c'est pas bien, c'est Dieu qui donne la mort, hein, ok. Mais c'est notre système. On a fait la Révolution française, avec des centaines de milliers de morts, pour ça. Et là, on s'assoit dessus. On dit non, en fait, c'est pas l'État. Quand ça m'arrange, c'est les filles, c'est la jeune garde. Demain, c'est
Bon, la DZ Mafia, bon, ils brûlent les gens dans des coffres de voitures, mais bon, ce sont des inégalités, puis c'est Marseille, puis non. Nous vivons une époque effectivement de retour de la peur, de la terreur. D'abord, la peur narco-délinquance. Je suis désolé, ce que font les mafias à Nîmes et à Marseille, c'est du terrorisme. Je suis désolé, brûler quelqu'un vivant dans une voiture, ce n'est pas un acte, c'est pas un fait divers, c'est un acte terroriste. On terrorise toute une ville, toute une ville. Ça va au-delà du circuit des gens impliqués dans le... On ne passe pas un message seulement aux trafiquants pour dire ici tu t'installes. Non, non. Toute la ville, toute la nation est traumatisée, reçoit un message. Il y a une grammaire de la violence. Il y a une grammaire de la violence. C'est pas... brûler quelqu'un vif n'est pas le renverser avec un scooter. Ça n'a rien à voir. Jeter de l'acide sur sa femme, ce n'est pas l'étrangler. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a même pas besoin de l'expliquer. Tout être humain le comprend. Il n'y a que notre... Alors, le jeu médiatique et notre establishment met en œuvre des talents de marketing très avancés pour nous faire oublier ce qui est évident, pour nous embrouiller la tête. En fait, les gens, nous avons un terrorisme narco. Et nous avons un terrorisme intellectuel. Je ne dirais pas qu'elle est fille terroriste, loin de là, mais elle est violente, elle rompt l'égalité démocratique, elle n'est pas démocratique. Mais vous avez un terrorisme intellectuel aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des profs qui n'ont pas le droit de parler, vous avez des journalistes qui n'ont pas le droit de parler, vous avez Il y a eu plusieurs exemples aussi en Europe dans l'histoire à ce qui arrive quand une société se fracture avec un type de spirale de la violence qui s'exprime en politique. Par exemple, dans l'Italie, dans les années 70, avec les années de plomb, donc terrorisme d'extrême gauche contre terrorisme d'extrême droite. Il y a eu l'Espagne aussi après la transition démocratique après Franco. Et donc ça commence avec des groupes militants isolés, des affrontements militants isolés avant que la violence finalement ne s'installe progressivement et n'entre dans la vie politique. Est-ce que vous pensez qu'en France, on va vers ce type de dynamique? Disons que la société a perdu à la fois le nord et le sentiment d'unité. Le nord, c'est-à-dire où est-ce qu'on va? Les gens n'ont plus de cause. Il n'y a plus une cause commune en France. À part, il y a vaguement l'Europe, il y a la peur du climat, bon d'accord, la peur du changement climatique, et c'est tout. Il n'y a plus de projet commun. Et il n'y a plus de sentiment d'unité, c'est-à-dire que c'est chacun pour soi. Dedans, il y a la dislocation ethnique. Plus on met de la diversité ethnique dans une société, diversité religieuse, moins il y a d'empathie, de solidarité. Ça, c'est scientifique. C'est-à-dire que malheureusement, l'être humain a tendance à ressentir de l'empathie pour celui qui lui ressemble. D'ailleurs, c'est pour ça que nos enfants nous ressemblent. Ce n'est pas par hasard. C'est le moyen qu'a trouvé l'évolution pour qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur donne, qu'on enlève la bouchée de pain de notre bouche qu'on donne à nos enfants. Dans un monde de pénurie, pour que moi, je donne quelque chose, que je ressente la faim, que quelqu'un d'autre ne la ressente pas, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour. Et je n'ai de l'amour que pour ce qui me ressemble. Ça peut être nuancé, mais le fait est là. Donc on a des dislocations et on n'a plus de sentiment d'unité. Et dedans, vous avez des groupes qui sentent qu'ils sont perdants. Vous avez le groupe que j'appelle le peuple historique est perdant, ce qui n'est plus du tout dans le récit. Vous avez Mélenchon qui vous dit la Nouvelle-France, la créolisation, qui vous dit que Notre-Dame est le résultat de l'art islamique. Enfin, bon, en plus d'être stupide, c'est dévastateur, parce que pour le français moyen, qui n'a pas forcément lu Descartes, Sartre, tout ça, comment il dit, voilà, c'est plus mon pays. Parce que même Notre-Dame, qui est le symbole français, demain la Tour Eiffel va être un truc fait par les Peuls ou les Chinois. On y est. Il dit, d'abord, je travaille moins, je me mets au RSA moi aussi, il y a une démotivation, et puis il dit, si quelqu'un vient le voir, il dit, écoute, demain ils vont te mettre dans un train, ils vont te parquer dans une réserve, ça va commencer, il va dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Il va dire, écoute, tu votes, là vous aurez la vraie ultra-droite, qui va dire, aux armes les blancs contre les immigrés. L'ambiance explosive. Il y a d'abord le gaz qui remplit la maison avant de mettre le détonateur. Le détonateur, c'est l'homme politique, la fin politique. Il va dire, voilà. Mais il faut qu'il y ait une ambiance. Là, on est en train de la créer. On fait une fuite de gaz là, dans la maison France. On dit, voilà, aux blancs,
Vous êtes un peuple de racistes, tout ça, vous ne servez à rien. En plus, maintenant, il y a l'IA, on n'a même plus besoin de vous, parce que l'immigration vous remplace pour les métiers mal payés. Et même le passé n'existe pas. De toute façon, c'était des trucs arabes. Et le futur ne vous appartient pas, parce que vous êtes tous être métissés. Vous avez vu les vidéos, les pubs en France, toujours une blonde qui se marie avec un noir. Alors moi, je vis au Brésil, donc j'adore le métissage. Mais je dis attention au message qu'on passe. Attention au message qu'on passe, parce que là, on est en train de remplir la maison. Il suffit qu'il y ait un parti politique qui dit voilà, aux Blancs, il dit voilà. Et c'est la dernière, il va leur dire, c'est la dernière fois. Sinon, demain, l'équilibre démographique il sera trop tard. Ils seront trop nombreux, les autres. C'est maintenant qu'il faut agir. Et là, ça peut... donc là, on joue avec le feu. Mais on ne peut pas dire que ça se passera comme ça. Mais en tout cas, on est en train de planter des ingrédients qui peuvent donner quelque chose de très moche. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. L'Espagne, vous en avez parlé, 36-39, les Espagnols sont bouffés les uns les autres. Enfin, c'est un truc de dingue. Un pays catholique, blanc, sans diversité, parce que c'était les républicains contre les nationalistes, il n'y a pas non plus les musulmans contre les catholiques. Il faut voir ce qu'ils se sont fait. En 3 ans, mais c'était pas beau, du tout, du tout, du tout. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, et ce n'est pas si loin que ça. Bien. Merci beaucoup, Driss Ghali, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.